T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. La NASA a lancé Artemis 1 le 16 novembre. La première d'une série de missions spatiales visant à permettre l'exploration humaine future de la Lune, le plus proche voisin de la Terre, après que de nombreux scientifiques et responsables politiques soient passés à autre chose. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur cette mission. Et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. Nous partons. C'est le slogan que la NASA utilise dans la perspective du premier vol de sa nouvelle fusée lunaire, qui a été lancée mercredi 16 novembre depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Il s'agit d'une phrase répétée par des responsables de l'agence, ajoutée comme un hashtag sur les publications, sur les réseaux sociaux et proclamée sur des bannières accrochées autour du site de lancement. Si vous n'êtes pas un passionné d'espace, renvoyer les astronautes sur la Lune peut sembler un gros bâillement. Je veux dire, pourquoi ? Nous y sommes déjà allés. Pourquoi la NASA devrait-elle répéter ce qu'elle a déjà fait il y a un demi-siècle ? Surtout que les astronautes ne marcheront pas réellement sur la Lune avant plusieurs années, et que d'ici là, la NASA aura dépensé environ 100 milliards de dollars. Les responsables de la NASA affirment aujourd'hui que les missions lunaires sont essentielles à son programme de vols spatiaux humains, et qu'il ne s'agit pas d'une simple répétition des atterrissages sur la Lune d'Apollo de 1969 à 1972. Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré lors d'une conférence de presse en août dernier que c'est un avenir dans lequel la NASA fera atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Il a aussi annoncé que sur ces missions de plus en plus complexes, les astronautes vivront et travailleront dans l'espace lointain et développeront la science et la technologie nécessaires pour envoyer les premiers humains sur Mars. C'est un changement par rapport à 2010. Lorsque le président Barack Obama a prononcé un discours sur le site sur lequel les Américains se sont lancés sur la Lune. Ce dernier a déclaré que la NASA devrait viser des destinations plus ambitieuses, comme les astéroïdes et Mars, et aller au-delà de la Lune. Cette mission a été baptisée Artemis par les dirigeants de la NASA durant l'administration de Trump. Dans la mythologie grecque, Artemis était la sœur jumelle d'Apollon. La première étape du programme sera le prochain vol d'essai de la fusée lunaire, connu sous le nom de Space Launch System, sur lequel se trouvera la capsule Orion, où les astronautes seront assis lors des futures missions. Ce vol sans équipage, au cours duquel Orion fera le tour de la Lune avant de revenir sur Terre, a pour but de résoudre les éventuels problèmes du vaisseau spatial avant d'embarquer des personnes. En plus de la fonction de la mission comme terrain d'essai pour les technologies nécessaires à un voyage beaucoup plus long, vers Mars. La NASA espère également donner un coup de pouce aux entreprises désireuses d'établir une activité régulière de transport, d'instruments scientifiques et d'autres charges utiles vers la Lune. Il espère aussi inciter les étudiants à se lancer dans les domaines de la science et de l'ingénierie. La NASA n'est pas la seule à vouloir aller sur la Lune de nos jours. Ces dernières années, la Chine a réussi à faire atterrir 3 missions robotiques sur la Lune. L'Inde et une organisation israélienne, à but non lucratif, ont aussi envoyé des atterrisseurs en 2019, mais les deux se sont écrasés. Monsieur Nelson a déclaré que les ambitions spatiales croissantes de la Chine, qui prévoit une base lunaire dans les années 2030, ont ainsi motivé Artemis. Nous devons nous préoccuper du fait qu'ils pourraient dire que c'est leur zone exclusive. Pour les scientifiques, le regain d'intérêt pour la Lune promet une avalanche de nouvelles données dans les années à venir. Les roches recueillies par les astronautes lors des missions Apollo ont bouleversé la compréhension du système solaire par les planétologues. L'analyse des isotopes radioactifs a permis une datation précise de diverses régions de la surface de la Lune. Les roches ont également révélé une histoire étonnante sur l'origine de la Lune. Elles semblent s'être formées à partir de débris éjectés dans l'espace lorsqu'un objet de la taille de Mars a percuté la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Mais pendant 2 décennies après Apollo 17, le dernier atterrissage sur la Lune, la NASA a détourné son attention de la Lune, qui paraissait à beaucoup comme un monde désolé, sec et sans air. Elle s'est détournée vers d'autres endroits du système solaire, comme Mars, à la multitude de lunes de Jupiter et de Saturne. L'intérêt scientifique pour la Lune n'a cependant jamais disparu. En effet,
sa nature désolée signifie que les roches qui ont durci il y a des milliards d'années restent dans un état presque intact. David A. Kring, de l'Institut lunaire et planétaire, a déclaré que les scientifiques comprennent que la Lune est en quelque sorte une sorte de pierre de Rosette. Elle est ainsi le meilleur endroit du système solaire pour étudier l'origine et l'évolution des planètes du système solaire. Les scientifiques ont également découvert que la Lune n'est pas aussi sèche qu'ils le pensaient. L'eau, gelée au fond des cratères, éternellement sombre des pôles, est une ressource précieuse. Elle peut fournir de l'eau potable aux futurs astronautes qui visiteront la Lune. De l'eau peut être décomposée en hydrogène et en oxygène. L'oxygène pourrait fournir de l'air respirable. L'oxygène et l'hydrogène pourraient également être utilisés comme carburant pour les fusées. Ainsi, la Lune, ou une station de ravitaillement en orbite autour de la Lune, pourrait servir d'arrêt pour les vaisseaux spatiaux afin de remplir leurs réservoirs avant de se lancer dans le système solaire. Les glaces, s'il s'agit d'anciennes accumulations sur plusieurs milliards d'années, pourraient même fournir un livre d'histoire scientifique du système solaire. La connaissance croissante des glaces a suscité un regain d'intérêt pour la Lune. Au début des années 2000, Anthony Colapret, spécialiste des sciences planétaires au centre de recherche Ames de la NASA à Mountain View, en Californie, a déclaré qu'il ne pensait à la Lune que de manière passagère. La NASA a ensuite lancé un appel à proposition pour un vaisseau spatial qui pourrait accompagner la prochaine mission Lunar Reconnaissance Orbiter sur la Lune. Monsieur Colapret, qui, à l'époque, travaillait principalement sur les modèles climatiques de Mars, a proposé le satellite L-CROSS, qui selon lui pourrait confirmer les indices de glace d'eau détectés par quelques engins spatiaux lunaires dans les années 1990. L-CROSS dirigerait l'étage supérieur de la fusée qui a lancé la mission vers l'un des cratères polaires à une vitesse de 80 000 km/h. Puis, un petit vaisseau spatial remorqué mesurerait ce qui a été soulevé par l'impact. Dr Colapret a déclaré dans une interview que c'était une méthode d'échantillonnage plutôt grossière. Mais la NASA a aimé l'idée et l'a sélectionnée. En juin 2009, la fusée transportant le Lunar Reconnaissance Orbiter et L-CROSS a été lancée. En octobre, L-CROSS a fait son plongeon mortel dans le cratère Cabeus, près du pôle sud de la Lune. Un mois plus tard, le docteur Colapret avait sa réponse. Il y avait effectivement de l'eau au fond de Cabeus, et une très bonne. Des instruments, à bord d'un orbiteur indien, nommé Chandrayaan-1, ont également trouvé des indices évidents d'eau, et des scientifiques utilisant des techniques de pointe ont trouvé de l'eau enfermée dans les minéraux des anciennes roches d'Apollo 15 et d'Apollo 17. Mais Barbara Cohen, spécialiste des sciences planétaires au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, a déclaré que les scientifiques avaient de nombreuses questions sans réponse. Il existe des régions froides avec de la glace, mais aussi des régions froides qui semblent être sans glace. Certains endroits sont gelés à la surface, et d'autres ont de la glace sous la surface. Mais les deux régions ne se chevauchent pas toujours. Cohen a déclaré qu'ils ne comprennent pas entièrement quand ou comment cette eau est arrivée là-bas. Cela signifie que les scientifiques ne savent pas vraiment quelle quantité d'eau se trouve là-bas, ni à quel point il serait facile d'extraire l'eau de la roche et du sol environnant. Dr Colapret travaille toujours sur la Lune, lui aussi. Il a déclaré que la communauté s'est agrandie au cours des 2 dernières décennies. Il est maintenant le chercheur principal du Volatile Investigating Polar Exploration Rover, ou Viper, un véhicule robotisé qui doit atterrir près du pôle sud à la fin de 2024, et s'aventurer dans certains des cratères sombres pour les observer de près, notamment en perçant 1 mètre dans le sol. Dr Colapret dit que l'un de nos principaux objectifs est de comprendre l'origine et les formes de l'eau sur la Lune. Dites-nous ce que vous pensez de cette mission en commentaire. Merci d'avoir regardé.